Donc on va d'abord voir l'estimation ponctuelle. Ce qui est le plus facile, on a l'échantillon. On va prendre une caractéristique qui nous intéresse. Donc dans ce cas, on va voir ou on va regarder le poids vert. Donc je fais un choix, ce qui m'intéresse. Ici, j'ai deux options, poids vert, poids jaune. N'importe laquelle des deux je choisis, je vais arriver au même résultat. Mais donc on va regarder le poids vert. Et on veut créer une estimation ponctuelle. On veut estimer la proportion des poids verts ou parmi tous les poids de deuxième génération. D'autres questions qui sont similaires. Donc, quelle est la proportion de poids verts? Quel est le taux de réussite des étudiants? Quelle est la teneur en calcaire d'un échantillon rocheux? Quel est le pourcentage de Belges? Quelle est la fraction de ménages liégeois vivant actuellement sous le seuil de pauvreté? Quelle est la part du budget d'une entreprise consacrée à la recherche et au développement? Donc, on a un tas de questions possibles qui reviennent toutes à la même chose. Donc, on peut, vous voyez qu'il y a là, on regarde une proportion, on regarde un taux, le teneur, le pourcentage, fraction, part, etc. Finalement, c'est toute la même question. C'est toujours une proportion qu'on va regarder, mais on l'a donné un autre nom. Mais c'est toujours la même chose. Donc, toutes les questions là, ça revient toujours à la même chose. Quelle est la proportion, quel est le pourcentage, l'effectif relatif, donc, pour une certaine caractéristique dans toute la population. Et donc, toutes sortes de questions qui regardent une proportion comme ça, vous pouvez résoudre de la même manière, vu que les hypothèses sont en ordre. Donc pour nous, on va regarder la proportion de poids verts parmi les poids de deuxième génération. Donc comme on a dit, on doit bien définir la population. Donc on va regarder dans ce cas, pas la personne, mais quel poids. Et là, ce sera la deuxième génération. Car on a vu la première génération, ce sont toujours des poids jaunes. Donc ça va rien dire. On aura 100%, 0%, sans variation. Donc c'est le poids de deuxième génération. C'est la population. On ne sait pas regarder tous les poids de deuxième génération qui sont produits pendant des milliers d'années. Mais donc on va prendre un échantillon. Dans ce cas, l'échantillon qu'on a pris à une taille 580. Et on va regarder la proportion dans la population. Donc ici, je vais le mettre là, le P, ce qui m'intéresse, la proportion, c'est la proportion théorique, proportion de poids vert. On a dit que là, c'est un paramètre je vais descendre ça un peu. Donc c'est un paramètre, c'est une valeur de la population. Donc c'est une valeur fixe, mais normalement c'est inconnu. Et donc on voudrait trouver une estimation de cette valeur fixe, mais inconnue. Pourquoi c'est inconnu? Car en théorie, on n'a pas observé toute la population pour vraiment calculer la valeur. Ce qu'on fait, on va l'estimer, on va prendre un échantillon et on va regarder la valeur de la proportion dans l'échantillon. Donc, on a des données, x1 jusqu'à xn. Là, x1 jusqu'à xn. X1 et xn, c'est couleur. Donc, on regarde la couleur pour le premier poids, deuxième, etc. n. Donc dans notre cas, n, c'est 580. 580. Donc on a observé 580 poids, on a retrouvé 580 valeurs. Je suis déjà trop loin.
Donc, l'échantillon, on fait toujours de façon aléatoire et indépendamment l'un des autres. Donc, on va le prendre IID. Donc, ça va donner le contexte, la première partie de cette démarche-là. Donc, là, on doit avoir une question. La question, c'est estimer la proportion. On doit avoir le contexte. Qu'est-ce qu'on sait? On sait P, c'est la proportion de poids dans la population. Le P est là. Le paramètre de la population. Je ne connais pas, en théorie, je ne connais pas. La population, ce sont les poids de deuxième génération. Je prends l'échantillon, donc je prends aléatoirement 580 poids de deuxième génération et je regarde leur couleur. Je vais noter leur couleur qui est, par exemple, jaune, vert, jaune, etc., jusqu'à la dernière. Avec ces observations-là, je crée une table statistique, donc je vais compter les jaunes et les verts. Jaune 428, vert 152. Et maintenant, je vais utiliser ces chiffres-là pour estimer la proportion. Donc, P, la proportion inconnue fixe dans la population, je ne connais pas, je vais l'estimer en utilisant l'échantillon que j'ai choisi aléatoirement et indépendamment. Donc là, l'objectif, c'est estimer la proportion pour P. Donc, je vais chercher une estimation pour P en utilisant l'échantillon. Next, j'ai besoin d'un modèle statistique qui va consister de deux parties. J'ai un modèle pour l'échantillon et j'ai un modèle théorique, mathématique qui est derrière. Donc, le modèle d'échantillonnage, comment on va observer ce qu'on observe. Le modèle de population, là, j'ai une variable. Quelle est la loi, la distribution qui est liée à cette variable? Et là, on va retomber sur la distribution qu'on a vue hier. Donc d'abord, modèle d'échantillonnage. On va sélectionner 580 poids façon aléatoire. Donc on va vraiment prendre pile-poil des poids sur un grand nombre de poids. Et on va les regarder. La couleur, c'est une expérience aléatoire. Donc la variable que je vais regarder, le X, la variable aléatoire, c'est la couleur du poids. Et je vais faire ça, dans ce cas, 880 fois. Donc, j'aurai 880 variables qui correspondent à chaque de mes poids. Donc, 580, oui. Donc, j'aurai x1, c'est la variable qui me donne couleur pour poids 1. x2, couleur poids 2, jusqu'à x580, couleur pour la dernière. Donc là, ce que j'ai, c'est une variable aléatoire, une caractéristique qui m'intéresse, ce qui est la couleur. Et je vais prendre 580 poids. Donc je vais regarder 580 fois la couleur du poids. Pour autant que je n'ai pas pris l'échantillon, je ne connais pas la couleur exacte, donc ce sont encore des variables. Donc la x1 jusqu'à x580 sont des variables. Et ce sont des variables, donc le xi, i1 jusqu'à 580, sont des variables aléatoires. Qui sont finalement des copies de x. Donc des copies de la variable x. Donc ce sont x c'est la variable en général, xi c'est la variable pour le poids i. Donc on va les sélectionner d'une manière aléatoire et on va les sélectionner de la même population. Ça veut dire que je vais avoir des variables qui sont IID.
Donc, ce que j'ai... Oui, oui, oui. Donc, la variable x, l'échantillon. Donc là, pour l'échantillon, autant que je n'ai pas observé, ce sont les variables x1 jusqu'à x580 là, qui vont prendre des valeurs. Mais bon, je suis en train de regarder le modèle derrière l'échantillon. Donc, je n'ai pas encore observé ces valeurs-là. Je vais prendre toutes de la même population. Donc, ça veut dire que la distribution est identique. Donc, c'est la ID, la dernière partie. Et je vais la sélectionner d'une manière aléatoire indépendante. Donc, je vais vraiment la sélectionner pile pile, non? Oui. Donc, sans tenir compte que j'ai déjà sélectionné. Donc, la sélection de x3 ne va pas dépendre de ce que j'ai déjà pris. Donc, je vais faire d'une façon complètement aléatoire, ce qui est le premier, donc c'est indépendant. Donc, j'aurai un modèle x1 jusqu'à xn. Mais, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. Donc, x1 jusqu'à xn, vu que ce sont toutes des copies de x qui viennent de la même population, j'ai que x1 jusqu'à x580. J'ai pris des petites copies, des copies exactes de x, mais pour chaque fois séparément. Et je l'ai pris d'une telle manière que la distribution pour toutes est la même. Et je les ai sélectionnés indépendants. Donc là, on va dire que le modèle d'échantillonnage, je prends l'échantillon, je fais le prendre indépendamment l'un de l'autre, et tous avec la même distribution qui sera la distribution de la variable x. Donc ça, c'est pour l'échantillon. Maintenant, je dois définir la loi que x va suivre. Donc, je sais que les xi seront une copie de x. Maintenant, x, c'est quoi la distribution de x? Dans ce cas-ci, et dans les cas qu'on va résoudre, qu'on sait résoudre, on aura deux options. Je regarde les poids verts, donc si je regarde la couleur sera vert ou jaune. Donc, je pourrais l'encoder comme succès, échec. Donc, si j'ai un poids vert, c'est un succès. Si j'ai un poids jaune, c'est un échec. Et donc, j'ai n, deux options. Vert et jaune. Succès, échec. Je sais ou je connais la distribution. Donc j'ai deux options. Je vais l'encoder 0, 1. Donc chaque xi ou le x suit la loi de Bernoulli, ce qu'on a vu hier. Donc x va être distribué, va suivre une loi de Bernoulli avec une probabilité de succès qui est égale à P. Donc, la proportion théorique pour des poids verts, c'est la proportion qu'on pense, non, pas qu'on pense, qu'on va observer théoriquement si je regarde toute la population. Donc, le P là, c'est la proportion, la probabilité de succès pour voir un poids vert dans la population. Et donc, le X, cet X-là, suit une distribution de Bernoulli avec probabilité de succès P. Donc, pour voir le jaune, donc pour avoir un échec, j'ai une probabilité 1 moins P. Pour voir le vert, j'ai une probabilité égale à P. Et donc maintenant, je dois combiner les deux. Donc je sais que tous les xi sont distribués de même manière x. Je connais la distribution de x. À ce moment-là, tous les xi vont indépendamment suivre une loi de Bernoulli.
Donc là, je vais mettre donc x1 jusqu'à x580 suivent une distribution Bernoulli avec un paramètre, la probabilité de succès, qui est égale à P, P, le paramètre qu'on veut estimer basé sur l'échantillon. Donc on regarde ici vraiment un cas particulier des proportions des taux où on va sélectionner une classe qui est le succès et l'autre classe ou l'entièreté des autres classes qui seront en échec. Donc on va toujours comparer deux options. Dans ce cas, si on sait faire une modélisation, si j'ai 4 classes, je ne sais pas directement faire une modélisation sur 4 classes. Donc à ce moment-là, ce que je pourrais voir, je pourrais faire, c'est je vais choisir une classe qui m'intéresse, c'est le succès, et toutes les autres classes, je vais la dénommer comme échec. Donc je compare une classe contre le reste. Et donc là, pour faire une modélisation pareille, pour faire le test d'hypothèse après, on doit avoir deux classes ou deux options qu'on regarde, une option succès, une option échec. Et donc j'ai un modèle statistique maintenant, j'ai un modèle statistique qui me dit que chaque variable, ou la variable que je vais observer pour chaque fois, il est identiquement distribué et indépendant, et il suit une loi de Bernoulli avec probabilité P. Donc c'est la même chose que j'ai dit. Pour l'échantillonnage, on a 580 points, donc c'est ce qu'on a mis là. Toutes ces 580 suivent la même variable qui est la couleur du poids, et le X va suivre une Bernoulli avec P, proportion pour couleur verte, donc le modèle statistique. Pour les autres exemples, ça revient à la même chose. Donc, le taux de réussite des étudiants du bachelier à l'université. On va de nouveau sélectionner un individu, on prend un échantillon et on va regarder est-ce qu'ils ont succédé, ils ont réussi, oui ou non. C'est oui. Bon, il a ou non. X en général, la variable en général X réussit ou pas, donc deux valeurs oui ou non, succès, échec. X suit le Bernoulli avec un certain taux de succès, un certain pourcentage de succès. Et après, on va voir pour chaque étudiant, est-ce qu'il a réussi, oui ou non. Et donc, j'ai n copies, la taille de l'échantillon, qui sont toutes distribuées d'une manière Bernoulli. Le pourcentage de Belges ayant eu la grippe l'an passé, même chose. La variable, c'est avoir eu la grippe. Deux options, oui ou non. Oui, c'est un succès. D'une manière mathématique. Ce n'est pas vraiment le succès si tu étais vraiment malade. Non si c'est un échec, mais de nouveau deux options. Donc Bernoulli, modèle statistique, l'échantillon. Donc les variables dans l'échantillon vont suivre une loi de Bernoulli et d'une manière IID. Fraction d'un ménage liégeois, même chose. Vivre sous le seuil de pauvreté, oui ou non. De nouveau, s'il vit sous le seuil de pauvreté, c'est un succès, d'une manière mathématique, car on veut savoir la proportion des familles qui sont en pauvreté. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est, oui, ils sont sous le seuil de pauvreté, donc je vais l'appeler succès d'une manière mathématique. Non, c'est un échec, et de nouveau, Bernoulli P. Donc tout ça, ça revient à la même chose. À chaque fois qu'on veut calculer, on va regarder une proportion pour une variable catégorique, une variable qualitative qui a deux options, deux valeurs possibles. On va prendre le même modèle. On va prendre le modèle, l'échantillon, où les variables dans l'échantillon vont suivre une loi Bernoulli avec paramètre P, P qui est fixé, donc il est fixé dans la population, mais je ne connais pas la population, donc je ne connais pas la valeur exacte de P. Et je vais essayer d'utiliser l'échantillon pour trouver un. Oui.
Oui. Et donc, ce qu'on va faire pour résoudre, c'est prendre l'échantillon, calculer la statistique. Donc, on a dit, premier cours, on a des paramètres, des valeurs dans la population. On a des statistiques qu'on sait calculer sur l'échantillon. On va utiliser la statistique pour connaître une valeur approximative du paramètre. Donc, je vais chercher une valeur plausible pour estimer P, la proportion des pois verts dans l'échantillon, dans notre exemple là. Et donc, on va le calculer basé sur les données, donc sur les observations que j'ai eues pour cette variable-là. Donc, modèle statistique, je n'ai pas les valeurs exactes, donc ça, ce sont des variables aléatoires, des fonctions. Je prends l'échantillon et à ce moment-là, à chaque variable, je vais vraiment lier une couleur qui est une valeur. Donc, l'échantillon, ce sont des valeurs. Là, ce sont des fonctions de variables aléatoires. Donc, l'estimateur, et là, on va faire un petit... je vais vous montrer la petite différence en terminologie. Donc, j'ai le paramètre P. Je ne connais pas le paramètre, donc je vais utiliser l'échantillon pour l'estimer. Si je regarde le P chapeau sur l'échantillon théorique, donc sur les variables, on l'appelle un estimateur. Donc là, pour l'estimateur, c'est encore la formule. Et dans ce cas-ci, je peux enlever ça. Comment je vais estimer la proportion dans l'échantillon? Ben, je vais compter le nombre de succès et diviser par le nombre total, oui. Pardon, j'ai... Sur le clavier, il y a le chapeau. Je ne sais pas... Ah, je ne sais pas. En texte, je pourrais vous dire, mais en Word, je ne sais pas. Donc, moi, je fais tous mes textes en texte, donc c'est un petit encodage de texte mathématique, mais en Word, je ne pourrais pas vous dire. Ça ne marche pas avec le P? Si tu prends le chapeau P, je pense que ça devrait marcher. Ah, il va le mettre comme... Je ne sais pas. Donc, non, moi je mets en tech, c'est facile, donc c'est backslash chapeau P, mais pour Word, je ne pourrais pas te dire. Donc, ce qu'on allait faire pour l'estimer, là, donc le P chapeau, ben, on va compter le nombre de succès. Compter le nombre de succès, ben, on pourrait donc faire la somme des variables. Car là, le xi, c'est 0 si c'est un échec, 1 si c'est un succès. Donc je compte finalement seulement les 1, le nombre de succès, et je divise par n, le nombre total. Donc nombre de succès divisé par nombre total. Donc le P, chapeau comme ça, donc le P, qui est basé sur l'échantillon théorique, l'échantillon des variables. On va l'appeler un estimateur. Pour la proportion.
Donc à ce moment-là, je n'ai pas encore introduit les vraies valeurs. Donc là, j'ai le paramètre P, j'ai un P chapeau que je calcule théoriquement sur l'échantillon des variables qui me donne une formule. Pareil. Donc c'est le P chapeau qui est une formule, donc c'est un estimateur. Après, je vais l'appliquer sur l'échantillon, donc sur les valeurs. Et ça me donne le P chapeau observé. Donc là, c'est sur les variables. Dès que je vais mettre vraiment les valeurs observées, j'aurai un P chapeau ops qui est la somme des xi, la petite x, donc les variables ou les valeurs observées, les 0 et les 1, divisé par n. Donc là, c'est une fonction qui me permet de calculer l'estimation. Là, j'ai une valeur. On va garder cette notation pendant le cours. En pratique, donc on va garder cette notation-là pour faire la différence entre ce qui est l'estimateur, donc la fonction pour estimer P, et la valeur qui me donne une estimation de P. Ben, en réalité, on ne va pas faire la différence. En réalité, on note les deux par P chapeau. Donc, si vous faites un rapport ou vous décrivez quelque chose, vous mettez simplement P chapeau est égal à une certaine valeur, sans ajouter l'observation ou l'obs là. Mais ici, pour vraiment faire la différence entre les deux, je vais utiliser des notations différentes. Donc, l'estimateur, c'est une fonction. L'estimation, c'est une valeur. Pardon? C'est là. Donc je prends le nombre de succès divisé par le nombre total pour trouver la proportion. Et donc là, les xi là, je ne connais pas la valeur, donc ce sont des fonctions. C'est une somme de fonctions, donc c'est aussi une fonction. Dès que je prends l'échantillon, donc je prends la vraie valeur, les 0, 1, j'ai une valeur. Donc l'estimateur là, c'est une fonction, c'est une variable aléatoire qui suit sa propre distribution. Après, l'estimation, c'est la valeur qu'on va reporter. Donc c'est ce qui est marqué ici. Donc le P chapeau ops là, c'est une estimation, c'est l'estimation ponctuelle, l'estimation qu'on obtient basée sur l'échantillon qu'on a. Donc si on prend un autre échantillon, cette valeur-là va changer, mais la formule reste la même. Donc j'ai le P théorique, le P de la distribution, toute la population, la proportion. J'ai l'estimateur qui me donne une formule qui est fixe, cette formule est fixe. Et après, j'ai une estimation ponctuelle. Ça me donne une valeur basée sur l'échantillon que j'ai observé. Si je prends un autre échantillon, ça reste le même, mais cette valeur-là, il va changer. Et donc, un autre échantillon va me donner une autre estimation ponctuelle. C'est ce que j'ai mis là. Donc, l'estimateur, la somme des xi, donc le nombre de succès dans l'échantillon, divisé par la taille de l'échantillon. Et donc, c'est l'estimateur, l'estimation ou la meilleure estimation qu'on peut faire, c'est calculer cet estimateur sur l'échantillon. Deux choses que je vais vous dire sans voir les maths derrière, mais on peut montrer que cette estimation-là, c'est la meilleure estimation ou c'est le meilleur estimateur qu'on peut prendre pour la proportion. Pourquoi? Car c'est un estimateur sans biais. Donc sans biais veut dire qu'il n'y a pas une surestimation ou une sous-estimation systématique. Donc si je prends, ou je répète
l'expérience, j'aurai une autre estimation, ou un autre échantillon, une autre estimation. Ben, il n'y a pas vraiment une différence systématique, donc je ne vais pas systématiquement sous-estimer ou surestimer la vraie valeur sans biais. Et il est efficace. Donc on a vu que, ou j'ai dit quand même, on n'a pas vraiment vu, mais cet estimateur-là, vu que ce sont des variables qu'on met dans une formule, c'est aussi une variable. C'est une variable, donc il a une distribution, il a sa propre dispersion ou sa propre incertitude. Donc il suit une loi de distribution, il a une espérance, il a une variance. Bah, cet estimateur-là, c'est l'estimateur avec la variance la plus petite possible pour le P. Donc l'incertitude qui est associée à l'estimateur est aussi réduite que possible. Si je vais prendre un autre estimateur, bah, la variance pour cet estimateur sera plus large que la variance pour le P chapeau qu'on a défini là. Donc sans biais, si je répète à l'infinité, bah, je trouve la vraie valeur. C'est ça ce que ça veut dire. Si je regarde, je vais quand même sans biais, si je veux écrire sans biais en termes mathématiques, je voudrais, ou j'allais l'écrire comme ça. Donc ça veut dire que le P là, qui est une variable, bah, si je regarde l'espérance de P chapeau, ça me donne P. Donc si j'aurais un échantillon de taille infinie, bah, je trouve vraiment la vraie valeur. Donc je trouve la valeur que je devrais observer. Ce n'est pas une valeur qui est toujours trop haute ou toujours trop bas. C'est une valeur qui me donne vraiment la bonne, ou une bonne estimation de la valeur que je veux trouver. Efficace, bah, la variance de P chapeau est la plus petite que possible. Et donc, si on veut le visualiser comme ça, ou si on veut le visualiser, on pourrait le faire comme ça. On a le but, on veut estimer le centre, disons que là, c'est l'estimation, ou c'est la valeur qu'on veut trouver, qui se trouve au centre. Et j'ai parlé de biais, j'ai parlé d'efficacité. Donc j'ai dit que cet estimateur, c'est un estimateur sans biais. Ça veut dire que si je tire au but, bah, au moyenne, je vais trouver cette valeur-là. Donc ça veut dire que mon échantillon est reparti d'une manière aléatoire autour de la vraie valeur et je n'ai pas une variation systématique comme ça où il y a toujours bah, vous voyez que tous les tirs sur but, bah, ils se trouvent à gauche et en bas. Donc il y a un peu, on pourrait dire que c'est une sorte de sous-estimation systématique. Donc là, j'ai une différence systématique. Donc je ne suis pas reparti ou d'une manière aléatoire autour du centre. Donc si je vais calculer pour ces valeurs-là la moyenne ou cette formule-là, bah, je vais toujours trouver une valeur qui est là, dans ce coin-là. Et donc je ne vais jamais trouver la vraie valeur. Tandis que là, la dispersion est assez aléatoire. Si je regarde bah, l'estimateur là pour ces valeurs-là, je trouve une valeur qui est ici ou qui est là, donc qui est proche de la vraie valeur. Sans biais, pas de différence systématique. Donc on est dans ce cas-là. L'autre, ce qu'on dit, c'est une dispersion minimale. Donc la variance de cet estimateur est minimale. Donc la dispersion est la dispersion la plus petite qu'on peut avoir pour l'estimateur, pour la vraie valeur. Donc là, je trouve aussi une moyenne qui est vraiment là, ou près de la vraie valeur, mais il y a une dispersion de différence, des écarts plus larges autour du centre. Là, ici, j'ai fait de sorte que les écarts sont le plus petits possible. Donc, sans biais et dispersion minimale, on se trouve dans le cas 4. Comment savoir,
Non, c'est le choix de la formule. Donc c'est vraiment le math derrière. Donc on peut, si on augmente la taille de l'échantillon, la dispersion va diminuer toujours, mais on n'a pas toujours le choix d'aller aussi large. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le choix de la formule qui me garantit que c'est pour cette formule-là, sans biais et dispersion minimale. Donc j'ai maintenant la méthode mathématique, j'ai un estimateur, le P chapeau, qui est la somme de 0 et 1 divisé par n. Donc d'une manière, c'est une moyenne. Je prends la somme de toutes les observations, je divise par n. Donc je fais la moyenne de mes observations. Et donc l'estimation ponctuelle, c'est la même chose, mais pour l'échantillon. Donc je remplace les x majuscules, les variables, par la valeur observée, le petit xi, et je trouve une valeur. Donc dans notre cas, j'avais 152 poids verts, l'effectif de la classe fer, je divise par le nombre total, 580, et je trouve le 26,2%. Donc cette 26,2%, c'est une estimation ponctuelle de la proportion de poids verts basée sur l'échantillon qu'on a observé. Donc conclusion, basée sur les données collectées, donc basée sur notre échantillon, je trouve qu'il y a 26,2% de poids verts parmi les poids de deuxième génération. Donc je spécifie la population que je regarde et on sait que c'est la meilleure estimation possible vis-à-vis des propriétés mathématiques. Donc j'ai un résultat, j'ai l'estimation ponctuelle que je calcule sur base de l'échantillon. Pardon, je n'ai pas compris la deuxième fois. C'est la meilleure valeur vu que c'est sans biais et variation minimale. Donc c'est la meilleure valeur possible de trouver d'une manière mathématiquement. Donc basé sur l'échantillon, on ne sait pas faire mieux, car ça sont les valeurs qu'on a observées. Et la formule qu'on utilise, cette formule-là me garantit qu'il n'y a pas de biais et j'ai une variation minimale. C'est tout. Donc discussion, il n'y a pas grand-chose extra à dire. On a l'échantillon de 580 poids. On a fait l'estimation ponctuelle 26,2%. Si maintenant j'ai un autre échantillon, comme dit, j'aurai d'autres effectifs et donc aussi une autre estimation ponctuelle. Par exemple, je pourrais avoir 17%. Il y a une grande différence entre les deux, donc je pourrais me demander la question, le 17%, c'est une valeur plausible ou pas, mais c'est pour après. Donc, basé sur le deuxième échantillon, j'ai une estimation de 17%, c'est la meilleure estimation que je sais faire basée sur les observations, sur les données que j'ai collectées. Donc, à quelle valeur faut-il se fier? On va expecter que la première là, le 26,2, sera plus fiable que le deuxième, car dans ce cas-ci, on sait qu'on devrait retrouver une valeur autour de 25. Il pourrait être plusieurs raisons pour lesquelles on trouve 17 là. Dans ce cas-ci, l'échantillon n'a que 6 poids, donc on se base sur 6 poids au lieu de 580. Logiquement, il y a beaucoup plus de variations dans ce qu'on pourrait observer. Et donc là, pour un échantillon beaucoup plus petit, on aura beaucoup plus d'incertitude sur cette estimation-là. Et on veut maintenant aussi caractériser ou ajouter cette incertitude à l'estimation. Donc on va créer un intervalle de confiance, donc un intervalle autour de l'estimation ponctuelle qui va me dire avec quelle certitude, quel taux de confiance je vous donne cette estimation-là. Donc l'estimation, c'est une estimation fiable. Donc il y a je trouverai à ce moment-là
un intervalle qui est assez court, si l'estimation est incertaine, par exemple, comme dans un échantillon avec que 6 observations, bah, la dispersion sera plus grande, la variabilité sera plus grande, et donc l'intervalle que je trouve là, bah, la taille de l'intervalle ou la longueur de l'intervalle sera aussi plus grande que ça. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, ou dans la prochaine partie, c'est créer cet intervalle de confiance pour un niveau spécifié. Donc, on va toujours spécifier le niveau de confiance qu'on veut atteindre pour l'estimation ponctuelle.